Tara Danielle Ripeon, dite Danielle, est née le 11 janvier 1995 à San Francisco, Californie. Elle est une lycéenne très appréciée qui se passionne pour le cheerleading. Elle est la voltigeuse de l'équipe de son lycée. Erin Mikolai, l'entraîneuse de Danielle, déclare « On ne pouvait s'empêcher de sourire en la regardant. Elle était clairement au centre de l'attention, là où était sa place. » Danielle a connu une enfance douloureuse, marquée par la perte. À l'âge de 2 ans seulement, elle perd sa mère, Elisabeth, d'un cancer. Selon ses amis, Danielle aspire à la stabilité et à un sentiment d'appartenance en raison de la perte de sa mère à un si jeune âge. Avec ses 3 frères et sœurs, Ashley, Mikala et Derek, ils sont ensuite élevés par leur grand-mère maternelle, Scarlett, pendant une 12aine d'années, jusqu'à ce que celle-ci décède également. Ils partent alors vivre avec leur beau-père, Michael Bolton, mais ce dernier a lui aussi ses propres problèmes et ne leur offre pas la vie familiale stable dont Danielle a désespérément besoin. D'après ses camarades de classe, Danielle recherche constamment l'amour inconditionnel et le soutien à travers ses relations amoureuses. Elle a tendance à s'attacher très rapidement aux familles de ses petits amis. Pour Danielle, leur famille représente la stabilité affective qui lui manque. Fin 2012, alors qu'elle est en dernière année de lycée, Danielle commence à discuter sur Facebook avec un jeune homme nommé Skylar Nemes. Skylar vient d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires et s'est engagé dans l'armée américaine. Il doit commencer sa formation militaire de base en Géorgie dans quelques mois. Danielle tombe rapidement éperdument amoureuse du jeune homme. Elle déclare à ses amis qu'elle savait sans aucun doute que Skylar était l'homme qu'elle allait épouser. Skylar semble tout aussi épris, affichant dès le début une intense passion pour la jeune fille. « Je me souviens d'être tombé amoureux d'elle comme ça, j'ai eu le coup de foudre tout de suite », raconte Skylar. Sa mère se souvient avoir été surprise lorsque, 1 mois seulement après le début de leur relation, Skylar lui demande si Danielle peut emménager avec eux. Bien qu'hésitante, elle accepte. Elle sent que Danielle a besoin d'une structure et est heureuse de pouvoir le lui apporter. Elle déclare « Elle était adorable et j'adorais pouvoir l'aider. Je l'aimais beaucoup. Elle m'appelait maman. » 3 mois plus tard, lors des vacances de Noël, lorsque Skylar rentre chez lui après avoir terminé sa formation de base, il emmène Danielle au sommet du mont Niland. Sous les étoiles, il lui demande sa main avec une bague en diamant. Évidemment, Danielle accepte avec enthousiasme. Elle est aux anges. Elle va finalement avoir une famille à elle pour toujours. 5 mois après leur première rencontre, le 7 mars 2013, le jour même où Skylar termine son camp d'entraînement en Géorgie, le jeune couple se rend au palais de justice pour se marier officiellement. C'est une petite cérémonie, Skylar porte son uniforme, Danielle a le sourire aux lèvres, les 2 amoureux sont heureux. Elle a 17 ans, il en a 18. Fraîchement marié, Danielle abandonne le lycée pendant sa dernière année pour rejoindre Skylar. Il déménage à Lakewood, dans l'État de Washington, près de la nouvelle affectation militaire de Skylar à Fort Lewis. Danielle peut enfin réaliser son rêve, créer et chérir son foyer. Sous l'encouragement de son jeune mari, Danielle termine finalement ses études secondaires à Washington, puis elle trouve un travail dans une entreprise locale spécialisée dans les plans de travail en granit. Mais Danielle rêve d'économiser de l'argent pour ouvrir un jour son propre salon de manucure. Elle aime expérimenter des techniques de maquillage et publie des tutoriels sur YouTube. Le couple adopte également 2 chiens que Danielle adore. Durant leur temps libre, ils vont souvent tirer ensemble, ce que Danielle apprécierait particulièrement, selon Skylar, car cela leur permet de passer du temps tous les 2 après des semaines éloignées. Skylar fabrique même un AR-15 sur mesure pour Danielle à l'occasion de son 19e anniversaire, dans sa couleur préférée, le bleu. Skylar Nemes a grandi entouré d'armes à feu et a tiré son premier fusil alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Collectionneur et fabricant d'armes, Skylar conserve plus d'une 12aine d'armes à feu dans l'appartement qu'il partage avec la jeune femme. En apparence, Danielle semble épanouie dans sa relation avec Skylar, mais des signes inquiétants commencent à apparaître. Les amis proches de Danielle, qui restent régulièrement en contact avec elle, remarquent que la jeune femme est de plus en plus anxieuse. Interrogée, elle avoue qu'elle se sent constamment stressée à l'idée de devoir garder l'appartement impeccable pour Skylar et de lui préparer le dîner tous les soirs après le travail. D'après eux, elle aurait également commencé à porter des manches longues, même par temps chaud. Ses amis affirment avoir aperçu des ecchymoses sombres en forme de doigts sur ses bras.
Lorsqu'il lui pose des questions à ce sujet, Daniel répond qu'il s'agit simplement de maladresse. Mais les voisins offrent une autre version, bien plus sombre. D'après eux, des disputes bruyantes et violentes éclatent fréquemment dans l'appartement du couple. Et devinez le sujet de ces disputes. La jalousie de Skylar et ses accusations d'infidélité envers Daniel. Bien que Daniel ait toujours défendu Skylar au début, les signes de son comportement abusif et contrôlant sont indéniables. Elle est isolée, surveillée 24 heures sur 24 et craint ses accès de colère, en particulier lorsqu'il est ivre. Le 27 septembre 2014, le soldat d'infanterie repart en mission dans l'est de l'État de Washington pour 3 semaines d'entraînement au combat. En l'absence de Skylar, les journées de Daniel se résument à une routine simple, travailler et ranger l'appartement. Pendant son absence, Skylar envoie un SMS à Daniel pour lui demander de lui acheter une bouteille de rhum Sailor Jerry's et une bouteille de whisky Fireball pour son retour. Ces bouteilles deviendront 2 éléments de preuve que le procureur Gregory Greer qualifiera comme l'aspect le plus significatif de cette affaire. Nous sommes le 16 octobre 2014. Skylar rentre aujourd'hui. Dans la matinée, Daniel discute en FaceTime avec sa meilleure amie, Michaela, lui disant qu'elle est impatiente qu'il revienne. Puis elle part chercher Skylar à la base avec enthousiasme et ils rentrent ensemble à la maison, le moral au beau fixe. Daniel montre fièrement l'appartement impeccable qu'elle a décoré avec des bougies pour le retour de son mari. Le jeune couple partage une pizza et du whisky à la cannelle, renouant après 3 longues semaines de séparation. Vers 16h, Daniel se remet devant l'ordinateur et discute de nouveau par vidéo avec Michaela. Cette dernière déclare, elle était assise à son bureau, devant son ordinateur, dans la chambre d'amis. Skylar était à l'arrière-plan, sur le lit. Puis elle a couru vers lui, a sauté sur ses genoux et elle était heureuse qu'il soit rentré. Daniel et Michaela raccrochent. 12 minutes plus tard, Daniel décédera d'une balle dans la tête. À partir de là, l'affaire devient floue. 2 voisins, situés de l'autre côté du couloir, appellent les urgences, déclarant avoir entendu un coup de feu. Lorsque les agents arrivent à l'appartement des Nemes, ils sont accueillis à la porte d'entrée par Skylar, bouleversés. Il leur dit qu'il s'agit d'un terrible accident, affirmant que Daniel s'est accidentellement tiré dessus en nettoyant son fusil. Mais cette excuse, les policiers l'ont entendue des centaines de fois dans leur carrière. Ils sont méfiants. Ils entrent dans l'appartement et trouvent Daniel affalé sur sa chaise de bureau, saignant abondamment d'une blessure par balle à la tête. Elle n'a plus de pouls. Elle est déclarée morte sur les lieux à 16h50. Skylar est emmenée au commissariat pour y être interrogée. À l'arrière de la voiture de police, il crie son incrédulité, professant son amour pour sa femme et insistant sur le fait qu'il s'agit d'un horrible accident. Pourtant, même dans sa détresse, les agents remarquent un étrange manque de larmes ou d'émotions sincères sur le visage du jeune homme. Skylar lui-même leur dit « Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à pleurer. » I love being in the army. I love my wife. I love my family. I love my friends. I would never hurt any of them. I'm innocent. I didn't mean to hurt anybody. Please, John. God, forgive me. I love my wife so much. L'interrogatoire dure de longues heures. Skylar affirme que Daniel s'est tuée toute seule par accident. Puis les heures passant, sous la pression, des incohérences flagrantes apparaissent finalement dans son récit et Skylar change finalement de version. Il affirme alors qu'il était en train de retirer le chargeur de son fusil à l'autre bout de la pièce lorsque celui-ci s'est déclenché accidentellement. Il explique que le tir était simplement le fruit d'une erreur de jugement, qu'il croyait sincèrement que la chambre était vide lorsque le coup est parti accidentellement. Mais c'est curieux quand on sait que Skylar est un expert en armes à feu qui manipule quotidiennement des fusils dans l'armée. Il semble hautement improbable qu'il commette une erreur aussi grave en matière de sécurité élémentaire des armes à feu, tirant accidentellement sur sa femme. Et puis, s'il s'agit réellement d'un accident, pourquoi Skylar a-t-il d'abord déclaré que Daniel s'était tiré une balle elle-même ? Pourquoi n'a-t-il pas immédiatement appelé le 911 ou tenté de lui prodiguer les premiers soins ? Au contraire, les enquêteurs découvrent des preuves troublantes sur les lieux, suggérant que Skylar a modifié la scène de crime avant leur arrivée. L'arme, le fusil AR-15 appartenant à Daniel, est retrouvé caché au fond du placard de la chambre du couple.
2 chargeurs qui semblent appartenir au fusil ont été poussés sous le lit et une des bouteilles d'alcool a été vidée dans le lavabo de la salle de bain. De toute manière, l'autopsie réfute cette théorie. D'après le légiste et l'emplacement de la blessure de Daniel, elle a été touchée à bout portant, directement à l'arrière de la tête. Mais Skylar continue d'affirmer qu'il s'agit d'un accident. Le policier qui l'interroge veut alors le tester. Pour ce faire, il utilise la technique de la question alternative, c'est-à-dire donner 2 choix au suspect pour expliquer ce qui s'est passé, l'un étant plus acceptable socialement que l'autre. Le suspect est censé choisir l'option la plus facile, mais quelle que soit celle qu'il choisit, il reconnaît sa culpabilité. Le policier dit à Skylar : « Jusqu'à présent, ton histoire a changé. Et ça m'inquiète, parce que si tu étais énervé, si tu étais vraiment en colère, et que tu as pointé une arme et appuyé sur la gâchette dans un accès de rage, c'est une chose. Mais rester assis là, en tant que soldat professionnel et me mentir, c'en est une autre. » Cela te place dans 2 catégories différentes. D'un côté, un type qui a commis une erreur stupide ou qui s'est mis en colère pendant une fraction de seconde, et de l'autre, un meurtrier calculateur. Et je veux savoir lequel des 2 tu es. Tu as modifié la scène. Pour moi, ça veut dire que tu as agi sous le coup de la rage et de la colère. Tu as tiré sur ta femme à l'arrière de la tête. Et après avoir fait ça, tu as réalisé ce que tu avais fait et tu t'es dit « Oh mon Dieu, c'est irréversible. Maintenant, comment vais-je faire pour couvrir ça ? Qu'est-ce que je peux inventer ?» C'est ce que ça me dit. Néanmoins, Skylar tient bon et maintient son innocence. Pour lui, il s'agit d'un accident, c'est tout. Sur la base des résultats de l'autopsie, de l'analyse balistique et des déclarations incohérentes de Skylar lui-même, les enquêteurs estiment avoir des motifs valables pour l'arrêter. Il est officiellement inculpé de meurtre au 1er degré, ce qui indique que les procureurs estiment que le tir était non seulement intentionnel, mais aussi prémédité. Dès son arrestation, Skylar maintient son innocence dans le meurtre de sa femme. Il admet avoir commis des actes imprudents et négligents qui ont causé la mort de Daniel, mais affirme qu'il s'agit d'un horrible accident et non d'un meurtre intentionnel. Interviewé, il déclare : « Le plus difficile à entendre, c'est qu'il me traite de meurtrier. C'est l'une des choses les plus difficiles à entendre. C'était un accident. Et je n'essaye pas de trouver une explication à cet accident. Mais les accidents arrivent. Le problème avec l'État, c'est qu'il sélectionne chaque petit élément pour les montrer au jury. Je veux qu'ils prennent le temps d'examiner tout cela, car une fois qu'ils l'auront fait, ils se rendront compte qu'il n'y a rien qui puisse indiquer de près ou de loin une préméditation ou quoi que ce soit de ce genre. » Les enquêteurs approfondissent leurs recherches sur la vie et les relations du couple, commençant à reconstituer un mobile possible. Des amis témoignent de la jalousie excessive de Skylar et des restrictions qu'il imposait à Daniel. Un de ses collègues raconte qu'environ une semaine avant la mort de la jeune femme, elle était venue travailler bouleversée et avait avoué que Skylar avait brisé son téléphone portable pendant une dispute. Lorsque le collègue lui a demandé si elle avait peur de son mari, Daniel aurait répondu « uniquement lorsqu'il a bu ». Il semblerait donc que le jeune militaire ait un problème avec l'alcool. Les enquêteurs se sont demandé si Skylar s'était fortement enivré cet après-midi-là, ce qui aurait pu mener à une dispute avec Daniel. L'amitié naissante entre Daniel et un collègue masculin a également suscité l'intérêt. Ses relevés téléphoniques montrent qu'elle échangeait régulièrement des SMS avec un homme nommé Michael dans les semaines précédant sa mort, parfois jusque tard dans la nuit. Michael est le manager de Daniel. Bien que lui et les autres amis de la jeune femme aient affirmé que leur relation n'avait jamais dépassé les bornes, les enquêteurs émettent l'hypothèse que Skylar avait peut-être découvert les messages et s'était mise en colère, pensant que Daniel le trompait. D'après ses amis, de toute manière, toute personne avec laquelle elle interagissait en son absence semblait susciter chez Skylar une intense suspicion d'infidélité. La police entend également des témoignages inquiétants selon lesquels Skylar a réagi avec rage quelques semaines plus tôt après avoir appris que Daniel avait brièvement rencontré un ami d'enfance masculin pendant son absence. Plus inquiétant encore, les enquêteurs découvrent dans l'appartement de Daniel et Skylar un reçu indiquant que Daniel avait acheté une douzaine de roses rouges la veille de sa mort. Mais aucun bouquet n'a été retrouvé dans l'appartement du jeune couple. Pour les enquêteurs, dans un accès de jalousie et d'ivresse, il a probablement confronté sa femme, arme à la main, exigeant des informations, et aurait appuyé sur la gâchette.
Le procès de Skylar commence en mars 2016, environ 2 ans après le décès de Daniel. Pour monter leur dossier, les procureurs se sont concentrés sur les antécédents de Skylar en matière de comportement abusif et contrôlant envers Daniel. Associés aux preuves médico-légales qui contredisent la thèse de l'accusé selon laquelle le tir était accidentel, ils estiment qu'il y a suffisamment d'éléments pour prouver qu'il l'avait tué intentionnellement, que ce soit dans un accès de rage ou dans le cadre d'un acte de violence domestique prémédité. Au tribunal, l'État expose les incohérences entre les déclarations de Skylar et les preuves matérielles. L'analyse médico-légale détermine que l'angle de la trajectoire de la balle rend hautement improbable, voire impossible, que la blessure ait été auto-infligée. Le coup de feu a forcément été tiré par quelqu'un d'autre, debout derrière Daniel alors qu'elle était assise à son bureau. La balle qui a tué Daniel l'a touché directement à l'arrière de la tête, et non pas en biais, comme cela aurait été le cas si Skylar avait tenu le fusil à hauteur de la taille et qu'il s'était déclenché accidentellement. Le tir devait avoir été effectué à hauteur d'épaule, à la manière d'une exécution. Par ailleurs, le fusil AR-15 nécessite une pression importante pour appuyer sur la détente lorsqu'il est réglé pour tirer. Les tests médico-légaux ont montré qu'il était très improbable qu'il ait pu se déclencher simplement en heurtant la jambe du jeune homme comme il l'a prétendu. La détente devait être actionnée délibérément avec une force comprise entre 22 et 36 newtons. Concernant les traces de sang, elles indiquent que Skylar a traversé l'appartement après avoir tiré sur Daniel, se rendant à la salle de bain et à la porte d'entrée avant de revenir vers son corps. Enfin, les blessures de l'accusé, des coupures au doigt, correspondent à une main directement sur la gâchette au moment où elle a été actionnée et non à un coup de fusil accidentel. Un tir accidentel n'aurait probablement pas pu lui couper les doigts de cette manière. L'accusation souligne également qu'en tant que passionné d'armes à feu depuis toujours et soldat de l'armée, Skylar était tout à fait capable de manipuler un fusil AR-15 en toute sécurité. Il était tout simplement illogique qu'il pointe et tire accidentellement une arme en direction de sa femme. De son côté, la défense de Skylar reconnaît que, bien que négligent, le tir n'était pas intentionnel. Ils font valoir qu'il n'existe aucune preuve concrète démontrant que Skylar avait un mobile pour assassiner sa femme. Selon eux, bien que stupide, Skylar a pris la décision imprudente et impulsive de pointer une arme qu'il croyait déchargée sans imaginer qu'elle contenait une balle qui pourrait mettre fin à la vie de Daniel. Après 7 jours de délibération intense, le jury a finalement rendu son verdict. Skylar Nemes est reconnu coupable d'homicide involontaire au premier degré. Malgré l'absence de preuves solides de préméditation, le jury estime que Skylar a fait preuve d'une négligence coupable, agissant intentionnellement d'une manière qui a conduit à la mort de Daniel. Il est condamné à 13 ans et demi de prison, la peine maximale pour homicide involontaire dans l'État de Washington. Skylar et son équipe font appel, affirmant qu'il a été victime d'une erreur judiciaire flagrante, alléguant que le juge du tribunal de première instance n'avait pas correctement pris en compte sa jeunesse et son immaturité avant de décider qu'il n'y avait aucune raison de lui infliger une peine de prison plus courte que celle qu'il avait reçue. Skylar a-t-il agi de manière imprudente lorsqu'il a tué sa femme ? Absolument, reconnaît son avocat. Mais l'imprudence est, je cite, la marque même de la jeunesse, précise-t-il. En juillet 2020, un panel de 3 juges à Tacoma rejette l'appel de Skylar Nemes. Et c'était la très triste histoire de Daniel Rippon Nemes. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!